Mon ex-femme est retournée auprès de son ancien compagnon parce qu'il était en phase terminale, et j'ai essayé de comprendre. Mais des années ont passé, il est décédé, et elle est revenue en espérant que je serais toujours là pour l'accueillir. Ce n'était plus le cas. Mon ex-femme a pris la même valise que celle que nous avions utilisée pour notre lune de miel à Annecy, m'a regardé droit dans les yeux et m'a annoncé qu'elle partait. Pas chez sa mère à la campagne, pas dans un hôtel pour faire le point, pas pour prendre l'air, elle partait s'installer avec son ex-compagnon parce qu'il était gravement malade. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas par amour, mais par humanité, et que je devais le comprendre car, selon elle, j'étais un homme bon. Je l'ai vu franchir cette porte il y a 3 ans, et je me souviens encore qu'à cet instant, j'en suis venu à me demander si le fou, ce n'était pas moi, d'avoir le sentiment que tout cela était profondément anormal. Tout notre entourage a réagi comme si j'étais un monstre pour avoir seulement osé la questionner, comme si demander à ma femme de rester à la maison au lieu d'emménager avec un autre homme faisait de moi un égoïste. Sa mère m'a traité d'insensible, sa sœur a publié un statut sur Facebook à propos du véritable amour qui transcende l'ego, et même certains de nos amis ont commencé à me regarder différemment. Mais il y avait un détail que personne ne voulait mentionner, elle n'y allait pas seulement pour l'accompagner à ses séances de chimiothérapie. Elle a commencé par lui apporter des repas, puis elle a emménagé dans son appartement et a cessé de rentrer à la maison. Je reviens un peu en arrière, car il faut que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là. Léa et moi étions mariés depuis 4 ans quand cet événement s'est produit, sur le papier, tout semblait parfait. Nous avions un joli pavillon dans un quartier résidentiel calme de la banlieue de Lyon, des emplois stables, le genre de vie que les gens qualifient d'ennuyeuse jusqu'à ce qu'ils la perdent. Je suis expert comptable, elle travaillait dans le marketing pour une start-up locale. Nous menions une vie de couple normale, nous nous disputions pour savoir qui devait sortir les poubelles, nous parlions de vacances en Italie que nous ne prendrions probablement jamais, nous nous querellions pour des broutilles et nous nous réconcilions autour d'un bon repas et d'un verre de vin. Mais il y avait toujours cette ombre, elle parlait de son ex. Il s'appelait Julien, et elle le mentionnait bien plus souvent que ce qui semblait normal. Elle disait qu'il avait été son premier grand amour, qu'avec lui elle avait appris ce qu'était la vulnérabilité, qu'il lui avait appris à aimer. J'hochais la tête parce que, honnêtement, que pouvais-je faire? Dire à ma femme d'arrêter de parler du passé? Ma mère, elle, l'avait remarqué. Lors des déjeuners de famille du dimanche, chaque fois que Léa parlait de Julien, je voyais le regard de ma mère se durcir. Elle ne disait rien, mais son silence pesait dans la pièce. La nuit où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre. Nous étions au lit, je lisais un rapport financier pour le travail et Léa était sur son téléphone. Soudain, elle a poussé un halètement. Je me suis tourné vers elle et j'ai vu que son visage était devenu blême, comme si elle venait de lire une tragédie. Elle m'a annoncé que Julien était malade. Très malade, un cancer de stade 4, un pronostic sombre. Et elle s'est mise à pleurer d'une manière qui n'était pas seulement de la tristesse, c'était autre chose, un deuil mêlé de panique, et d'autres choses que je n'arrivais pas à nommer. Je l'ai prise dans mes bras parce que c'est ce qu'on est censé faire. J'ai dit les mots qu'il fallait, que j'étais désolé, que c'était terrible, que c'était tellement injuste. Elle s'est endormie en pleurant. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, me demandant pourquoi j'avais l'impression de consoler ma femme pour un compagnon actuel et non pour un homme du passé. Les jours suivants ont été intenses. Léa vivait collée à son téléphone, message à la famille de Julien, coordination avec les médecins de l'hôpital de la Croix-Rousse, horaire, rendez-vous. Elle agissait comme si elle était la femme de Julien et non la mienne. J'ai essayé d'être compréhensif, cet homme était en train de mourir et c'est horrible, je ne suis pas un monstre. Mais quelque chose sonnait faux. Finalement, je l'ai fait asseoir pour discuter. Je lui ai expliqué que nous pouvions aider d'une autre manière, que je pouvais contribuer financièrement à ses frais médicaux, que nous pouvions payer des livraisons de repas, que je pouvais moi-même la conduire à l'hôpital pour lui rendre visite. Je lui ai dit que nous pouvions le soutenir sans détruire notre mariage, sans démanteler notre foyer. Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer de le laisser mourir seul. « Tu ne comprends pas » m'a-t-elle dit. Il n'a personne. Sa famille vit à l'autre bout de la France. Quelqu'un doit être avec lui tous les jours. Je lui ai répondu que tous les jours semblaient excessifs, que nous pouvions trouver un équilibre. Et c'est là qu'elle m'a traité d'égoïste. La dispute ne ressemblait même pas à une dispute, c'était comme si elle avait déjà pris sa décision et qu'elle était simplement furieuse que je ne l'applaudisse pas. Elle m'a affirmé que je n'avais jamais vraiment aimé personne si je ne comprenais pas ce qu'elle devait faire,
que le véritable amour impliquait des sacrifices, qu'elle ne pourrait pas vivre avec elle-même si elle l'abandonnait. Je lui ai demandé, et m'abandonner, moi? Abandonner notre mariage? Et elle a ri. Un rire amer, sec. Elle m'a dit que je faisais un drame. Je ne te quitte pas, a-t-elle déclaré. Je prends soin de quelqu'un qui est gravement malade, il y a une différence. Je lui ai demandé combien de temps elle comptait s'absenter. Elle n'a pas su répondre. Je lui ai demandé si elle s'attendait à ce que je reste là à l'attendre pendant qu'elle jouait à l'infirmière pour son ex, et elle a répondu, si tu m'aimais vraiment, tu le ferais. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de compassion, ni d'humanité, ni d'aucun de ces jolis mots qu'elle utilisait, c'était elle qui le choisissait, lui, et qui exigeait que j'appelle ça autrement pour qu'elle n'ait pas à se sentir coupable. 3 jours plus tard, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée dans notre chambre, la valise de notre lune de miel ouverte sur le lit. Elle faisait ses bagages avec un calme méthodique. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui improvise, elle ressemblait à quelqu'un qui y avait réfléchi à l'avance. Je suis resté sur le pas de la porte à la regarder plier le pull bleu que je lui avais offert pour Noël. Je lui ai demandé de parler encore une fois. Elle n'a même pas levé les yeux. Elle a continué à faire ses affaires et m'a dit qu'elle avait déjà pris ses dispositions, que le bail de Julien autorisait la présence d'un aidant, que l'assurance maladie et sa mutuelle couvriraient la majeure partie des frais, mais qu'elle devait être là à plein temps. À plein temps. Comme un travail. Comme un mariage. Je lui ai demandé directement si elle le choisissait lui plutôt que moi, et elle s'est enfin arrêtée. Elle s'est tournée vers moi et a dit, un jour, tu comprendras que je fais ce qu'il faut. Tu verras que l'amour n'est pas une possession, c'est laisser les gens faire ce qu'ils ont besoin de faire. Elle a fini de préparer ses affaires pendant que je restais planté là, paralysé. Une partie de moi voulait crier, exiger qu'elle reste, lui poser un ultimatum. Une autre partie de moi calculait déjà combien coûtait un divorce et si je pourrais payer le crédit immobilier tout seul. Elle a fermé la valise, s'est dirigée vers la cuisine et a posé ses clés sur le plan de travail avec un clic qui a semblé beaucoup trop définitif. Je l'ai suivi. Je l'ai vu prendre son sac, sa valise et se diriger vers la porte d'entrée. Avant de sortir, elle s'est arrêtée la main sur la poignée et m'a regardé une dernière fois. Elle avait les larmes aux yeux, mais la mâchoire serrée. Et là, j'ai réalisé une chose, elle s'était déjà construit le rôle de l'héroïne de cette histoire, et elle m'avait déjà transformé en méchant qui ne comprenait pas le sacrifice. La porte s'est fermée et je suis resté dans l'entrée de notre maison. La maison que nous avions choisie ensemble, la maison pour laquelle nous nous étions disputés sur les couleurs de peinture. Et j'ai compris que quand quelqu'un veut vraiment partir, il trouvera toujours le moyen de vous faire sentir coupable d'essayer de le retenir. Je ne savais pas encore que cette porte se fermait pour toujours, sur le moment, j'ai pensé que c'était une folie passagère, qu'elle reviendrait, qu'elle se rendrait compte de ce qu'elle gâchait. Je l'ai vraiment pensé. Comme un idiot, j'ai cru que l'amour, notre histoire et nos vœux signifiaient plus que ce qu'elle poursuivait en retournant aux côtés de son premier amour. J'avais tort sur beaucoup de points, et j'allais bientôt découvrir à quel point. 3 ans se sont écoulés. 3 ans, c'est long pour reconstruire sa vie, et j'aimerais dire que j'ai passé chaque jour à penser à elle, mais ce serait un mensonge. La vérité, c'est qu'après avoir attendu son retour pendant 6 mois, j'ai accepté qu'elle ne reviendrait pas et que je devais aller de l'avant. J'ai engagé une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal. En France, cela exigeait que nous ayons vécu séparément depuis au moins 1 an sans intention de reprendre la vie commune. La procédure a été étonnamment simple. Elle ne s'y est pas opposée, elle n'a même pas répondu au courrier recommandé que mon avocat a envoyé à l'appartement de Julien. J'ai vendu le pavillon environ 18 mois après son départ, car chaque pièce me rappelait des conversations sur l'avenir, sur les enfants que nous avions prévu d'avoir, sur le fait de vieillir ensemble dans cet endroit. J'ai déménagé dans un appartement plus petit dans un autre quartier de la ville, je me suis remis au sport, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant mon mariage. Ma mère a cessé de me regarder avec cette inquiétude silencieuse lors des repas de famille et a commencé à me demander si je voyais quelqu'un. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle m'appartenait à nouveau, et j'avais oublié à quel point ça faisait du bien. C'est pourquoi, un samedi après-midi, lorsque j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre. La voix à l'autre bout du fil était celle de l'homme qui avait acheté notre ancien pavillon. Il semblait à la fois contrarié et confus. Il m'a dit qu'une femme s'était présentée à sa porte avec un jeune garçon et des bagages,
affirmant que cette maison était la sienne et exigeant d'entrer. Il lui a expliqué que la maison avait été vendue plus d'1 an auparavant et, selon lui, elle s'est effondrée en larmes dans son allée, demandant où j'étais. Il a ajouté qu'il avait eu pitié d'elle, alors il avait cherché mes coordonnées dans les documents de vente et lui avait donné mon adresse pour qu'elle parte. Il m'a prévenu qu'elle se dirigeait probablement vers moi, et il avait l'air de regretter de s'en être mêlé. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis sur le canapé à essayer d'assimiler le fait que Léa allait débarquer dans mon appartement après 3 ans de silence total. 20 minutes plus tard, on a sonné à l'interphone. J'ai ouvert et elle était là. Elle avait l'air différente. Plus âgée, non pas en âge, mais par l'usure. Elle avait des cernes profonds, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Le petit garçon avait environ 2 ans, suçait son pouce et me regardait avec d'immenses yeux marrons qui n'étaient visiblement pas les miens. Et à ses pieds se trouvait la même valise de notre lune de miel à côté d'un vieux sac. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression de regarder un film de ma vie de l'extérieur. Je sais que c'est inattendu, a-t-elle dit sans me regarder tout à fait, mais je ne savais pas où aller d'autre et j'ai pensé que tu comprendrais. Et elle a commencé à avancer vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que je m'écarte, comme si ces 3 années n'avaient été qu'une pause. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là à bloquer l'entrée, essayant de comprendre ce que je voyais. Elle s'est agacée en remarquant que je ne l'accueillais pas à bras ouverts. Elle a réajusté l'enfant sur sa hanche et a dit d'une voix plate que Julien était mort il y a 4 mois. Elle l'a dit comme si elle m'informait de l'annulation d'un rendez-vous. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle avait déjà fait son deuil et qu'elle était passée à une autre étape. Je lui ai dit que j'étais désolé, car c'était la réaction humaine à avoir. Elle a hoché la tête comme si elle recevait des condoléances lors d'une veillée funèbre. Puis, elle a lâché, sa famille a récupéré l'appartement après sa mort. J'ai logé chez des amis, mais personne ne supporte un enfant en bas âge très longtemps, et j'ai besoin d'un point de chute le temps d'arranger les choses. En disant cela, elle a essayé de me pousser pour entrer, comme si elle en avait le droit. J'ai posé une main sur le cadre de la porte. « Pourquoi penses-tu que ce soit approprié de venir ici ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si j'étais l'idiot de l'histoire. « Nous avons un passé », a-t-elle affirmé. « Nous avons construit une vie. Je sais que tu vas comprendre parce que tu es quelqu'un de bien. » J'ai failli rire. L'idée qu'être quelqu'un de bien signifiait laisser entrer mon ex-femme qui m'avait abandonné avec l'enfant d'un autre homme. Elle a continué à parler. Elle a raconté qu'elle avait tout sacrifié pour Julien, qu'elle avait renoncé à son travail, à sa vie pour s'occuper de lui pendant ces derniers mois, et que maintenant elle n'avait plus rien. Elle a regardé l'enfant, puis m'a fixé avec une expression calculatrice. « Tu as toujours voulu des enfants ?» a-t-elle ajouté. « Mathéo a besoin d'un foyer stable, d'une figure paternelle, et tu pourrais avoir ça maintenant. » C'est là que j'ai compris la vérité. Elle n'était pas là parce que je lui manquais, elle n'était pas là parce qu'elle avait des regrets, elle était là parce que j'étais pratique. J'étais le plan de secours, la roue de secours stable, l'homme vers qui elle pouvait retourner quand son histoire d'amour tragique serait terminée. Je suis rentré dans l'appartement, la laissant dans le couloir, et je suis allé au tiroir de mon bureau. J'ai sorti le dossier où je gardais les documents du divorce. Mon avocat m'avait conseillé de les conserver pour les impôts, à ce moment-là, j'étais reconnaissant de les avoir pour une toute autre raison. Je suis retourné à la porte et je les lui ai tendus. J'ai observé son visage pendant qu'elle tournait les pages et voyait le jugement final scellé et signé par un juge. « Nous ne sommes pas mariés, lui ai-je dit. Nous ne le sommes plus depuis plus de 2 ans, et ce n'est pas ta maison. » Ce ne l'est plus. Elle a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une autre langue, et j'ai littéralement vu son esprit recalculer le plan qu'elle avait en tête. L'enfant a commencé à pleurnicher, elle l'a bercé par réflexe, sans quitter les documents des yeux. Puis elle m'a interrogé sur la maison, sur notre maison. Je lui ai répondu que je l'avais vendue il y a 18 mois. Elle a levé les yeux avec une expression de véritable choc, comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais continué ma vie sans attendre qu'elle décide si elle voulait revenir. « Tu as vendu notre maison » s'est-elle exclamée en élevant la voix. C'était notre foyer, notre investissement. Tu n'en avais pas le droit. Je lui ai rappelé qu'elle avait abandonné ce foyer, abandonné notre mariage, et que j'avais tout à fait le droit légal de vendre une propriété dont j'avais assumé seul le crédit depuis son départ. L'enfant s'est mis à pleurer, ressentant probablement la tension, et une partie de moi a eu de la peine pour lui parce que rien de tout cela n'était de sa faute. Léa a changé de stratégie.
Elle a adouci sa voix. Elle a soutenu que nous n'avions pas besoin d'être mariés pour que je l'aide, que nous avions un passé commun, que ce que nous avions partagé signifiait quelque chose, qu'elle savait qu'au fond de moi je tenais toujours à elle. Et c'était vrai dans un sens lointain, comme on tient à n'importe quelle personne avec qui on a partagé des années, mais tenir à quelqu'un n'est pas la même chose qu'être responsable des conséquences de ses décisions. Je l'ai interrogée sur le père de Matteo. Elle s'est tout de suite mise sur la défensive. Elle a esquivé, disant que c'était compliqué, qu'elle ne voulait pas en parler, que ça n'avait pas d'importance parce qu'il n'était pas présent. Je lui ai rétorqué que ça avait de l'importance, que c'était même crucial, parce que c'était à cette personne de l'aider, et non à son ex-mari qu'elle avait quitté pour un autre. Elle m'a traité de cruel. Elle a prétendu que je la punissais d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir été là pour quelqu'un qui avait besoin d'elle. Je l'ai regardée dans le couloir, avec cet enfant qui n'avait rien à voir avec moi, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Tu as pris ta décision il y a 3 ans, lui ai-je répondu. Tu as choisi Julien au détriment de notre mariage, de notre avenir, de tout ce que nous avions construit, et c'est très bien, c'était ton droit. Mais tu ne peux pas revenir maintenant et agir comme si je te devais quelque chose parce que ton plan ne s'est pas déroulé comme tu le voulais. Elle m'a regardé comme si j'étais un inconnu, comme si l'homme qu'elle avait épousé ne lui aurait jamais parlé ainsi. Et elle avait peut-être raison, l'homme qu'elle avait épousé aurait cédé par culpabilité, par habitude, par devoir, mais je n'étais plus cet homme. Léa a soulevé ses valises, luttant avec le poids tout en tenant Matteo. Je n'ai pas proposé mon aide. Elle m'a jeté un dernier regard. J'ai vu sur son visage une succession rapide d'émotions, colère, incrédulité, humiliation et quelque chose qui était peut-être une vraie tristesse. Tu vas le regretter, m'a-t-elle lancé. Un jour, tu réaliseras que tu as gâché la chance d'avoir une vraie famille. Je lui ai répondu que j'espérais qu'elle remettrait sa vie en ordre, que je leur souhaitais du bien à elle et à son fils, mais qu'elle devait partir. Elle s'est dirigée vers l'ascenseur. Je l'ai regardée s'éloigner, la femme avec qui j'avais un jour prévu de passer ma vie n'était plus qu'une personne que je connaissais autrefois. J'ai fermé la porte et je suis resté là à respirer. Je ne me suis pas senti victorieux, ni triomphant, ni vengé, je me suis senti fatigué, un peu triste, et surtout, libéré. Je pensais que ce serait la fin. Je pensais qu'elle irait chercher quelqu'un d'autre pour la sauver, que nos vies ne se croiseraient plus. Je me suis servi un verre de vin et je me suis assis sur mon canapé, dans un appartement où elle n'avait jamais vécu, entouré de meubles qu'elle n'avait jamais choisis, et j'ai senti le poids de 3 années enfin glisser de mes épaules. Cette fois, la porte s'était bel et bien fermée pour de bon, et j'étais en paix avec ça, du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, je découvre par hasard qu'elle était plongée dans une guerre juridique. Et c'est là que tout est devenu vraiment intéressant. Je n'avais pas l'intention d'entendre à nouveau parler de Léa après ce jour-là, mais la vie a une drôle de façon de vous ramener vers des situations que vous pensiez avoir laissées derrière vous. 6 mois plus tard, j'ai croisé une ancienne amie commune dans un café. Dès qu'elle m'a vu, elle a pris cette expression gênée de quelqu'un qui sait quelque chose que vous ignorez. Nous avons fait un peu de conversation forcée et finalement, elle a lâché le morceau. Léa était au milieu d'une bataille juridique contre la famille de Julien pour sa succession. D'après elle, elle affirmait avoir eu une relation de concubinage notoire et qu'elle avait droit à une partie de l'assurance vie et des biens immobiliers. L'ami m'a précisé que les choses tournaient mal, Léa insistait sur le fait que Matteo était le fils biologique de Julien et, par conséquent, l'héritier légitime, et toute l'affaire allait se régler devant les tribunaux. Je l'ai remercié et j'ai essayé d'agir comme si je m'en fichais, mais quelque chose clochait. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une assignation à comparaître. Ça, par contre, m'a frappé de plein fouet. L'avocat de la famille de Julien voulait que je témoigne sur la chronologie des événements, quand Léa avait quitté notre domicile, quand elle avait emménagé avec Julien, et si cela soutenait ou détruisait ses revendications. Je ne voulais rien savoir de tout ça. J'ai appelé mon ancien avocat en charge de mon divorce et je lui ai dit que je voulais rester en dehors de cette affaire. Il m'a expliqué qu'une fois assigné, ce n'est pas optionnel. C'est ainsi que par une matinée glaciale de fin février, je me suis retrouvé à entrer dans un tribunal judiciaire où je n'avais jamais voulu mettre les pieds, portant le même costume que j'avais mis lors de notre audience de divorce. Sur le point de voir la vie de mon ex-femme s'effondrer en temps réel. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, rien à voir avec les séries télévisées.
Les parents de Julien se tenaient d'un côté avec leur avocat, ils avaient l'air épuisés et furieux, avec ce mélange si particulier propre aux personnes en deuil qui doivent en même temps se battre. Léa se trouvait de l'autre côté. Elle avait Mathéo dans une poussette à côté d'elle et était habillée de manière à susciter un maximum de compassion, robe sobre, maquillage discret, cheveux attachés simplement. Quand elle m'a vu entrer, son visage est passé par 5 émotions différentes en 3 secondes, puis s'est figé en un masque froid, comme si j'étais le traître pour être là, même si la justice m'y avait contraint. Je me suis assis au fond et j'ai attendu. Au début, l'audience était technique, ennuyeuse, beaucoup de droits des successions, de longues discussions sur ce qui définit le concubinage notoire. Mais ensuite, l'avocat de la famille de Julien a commencé à présenter des preuves, et là, j'ai eu l'estomac noué. D'abord, des dossiers médicaux, des documents montrant que Julien avait reçu une chimiothérapie agressive et qu'il avait été déclaré stérile. Ce n'était pas une supposition, c'était écrit par son oncologue avec les dates et les résultats. Ensuite, des relevés bancaires, la preuve que Léa avait reçu de l'argent des parents de Julien pendant sa maladie, des fonds qu'ils avaient envoyés pour ses soins et qu'elle avait, apparemment, dépensés pour ses propres frais. Et après, la chronologie projetée sur un écran, Julien avait été déclaré médicalement incapable de procréer 8 mois avant la naissance de Mathéo, et Léa était encore légalement mariée avec moi pendant une partie de la période où elle serait tombée enceinte. L'avocat n'a pas fait dans la subtilité quant aux implications, et j'ai vu le visage de Léa pâlir lorsqu'elle a compris où tout cela menait. Quand est venu mon tour de témoigner, les questions ont été directes. Quand Léa a-t-elle quitté le domicile conjugal? A-t-elle donné une indication sur son retour? Y a-t-il eu un contact pendant les 3 années où elle a été absente? J'ai répondu avec honnêteté, parce que j'avais prêté serment de dire la vérité et parce que mentir n'allait sauver personne. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Léa a tenté de me dépeindre comme un homme aigri. Il m'a demandé si j'étais en colère, si je voulais la voir punie. Je lui ai répondu que je n'étais plus en colère, que j'avais refait ma vie, que je n'étais là que parce que j'y avais été contraint et que je me contentais de fournir des dates et des faits. La juge a semblé apprécier ma clarté, elle a hoché la tête et m'a autorisé à me retirer. Je me suis rassis et j'ai regardé le reste comme si je visionnais le film de quelqu'un d'autre. Le moment qui m'a le plus marqué a été lorsque la mère de Julien est montée à la barre. C'était une femme d'une 60aine d'années, vêtue de noir, d'une dignité tranquille, bien qu'on voyait qu'elle était sur le point de craquer. Elle a parlé de la maladie de son fils, a dit qu'elle était reconnaissante que quelqu'un prenne soin de lui dans ces derniers mois, qu'elle n'avait jamais remis en question la présence de Léa parce qu'elle semblait sincèrement dévouée. Puis sa voix a changé. Elle s'est durcie. Elle a raconté que quelques semaines à peine après la mort de Julien, Léa avait commencé à prétendre qu'elle était sa compagne, que Mathéo était son fils, qu'elle méritait une compensation pour des années de sacrifice. Mon fils ne pouvait pas avoir d'enfant après le traitement, a dit la femme, et sa voix s'est brisée. Les médecins nous l'ont dit clairement, et elle le sait parce qu'elle était à ses rendez-vous. Elle a entendu la même chose que nous. À ce moment-là, j'ai vu l'avocat de Léa se pencher et lui chuchoter quelque chose à l'oreille, quoi qu'il lui ait dit, cela a décomposé son visage. La juge n'a pas mis longtemps à rendre sa décision. Elle a déclaré que les preuves médicales étaient concluantes et irréfutables, que Mathéo ne pouvait pas être le fils biologique de Julien, et que les prétentions de Léa concernant un concubinage étaient encore plus affaiblies par un fait simple. Elle était restée légalement mariée avec moi pendant une part importante du temps où elle vivait avec Julien. Sa requête a été entièrement rejetée, il lui a été ordonné de rembourser l'argent qu'elle avait déjà reçu et elle a été condamnée aux dépens pour avoir présenté ce que la juge a qualifié de réclamation abusive. Tout a été clinique, efficace, et en voyant cela, j'ai ressenti un mélange étrange, de la satisfaction parce qu'enfin la justice pointait du doigt ses mensonges, et de la pitié parce qu'elle avait cru si forte à sa propre histoire que de la voir s'effondrer en public semblait réellement la choquer. Je suis sorti du tribunal avant elle, je ne voulais pas d'une autre confrontation, mais alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré. J'ai tout de suite su que c'était elle. Le message disait qu'elle espérait que j'étais heureux, que j'avais obtenu ce que je voulais, qu'elle ne me pardonnerait jamais de l'avoir humilié ainsi. Je suis resté à fixer l'écran, puis j'ai bloqué le numéro et effacé le message sans répondre. Que pouvais-je dire? Que je ne voulais pas être là. Qu'elle s'était embarquée toute seule dans cette guerre? Qu'elle avait essayé de s'enrichir sur une succession en utilisant un enfant qui n'était même pas de Julien? Qu'elle avait réécrit la réalité tant de fois qu'elle ne distinguait plus le vrai du faux? Rien de tout cela n'avait d'importance.
Elle m'avait déjà attribué le rôle de méchant dans son histoire, et rien de ce que je pourrais dire ne changerait le récit qu'elle s'était inventé. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris par des tiers qu'elle n'avait pas seulement perdu le procès, les amis qui la soutenaient ont commencé à s'éloigner quand tout a été rendu public. Sa réputation dans notre ancien cercle social a été détruite. Apparemment, les gens partageaient des extraits du jugement sur les réseaux sociaux comme s'il s'agissait d'une fable moderne sur le narcissisme et le sentiment que tout nous est dû. Je n'ai participé à rien de tout cela. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas partagé, je n'ai pas donné ma version. Pourquoi faire? Elle avait pris des décisions et elle en subissait maintenant les conséquences. Et moi, enfin, j'étais vraiment libre. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle après avoir bloqué ce numéro et j'ai apprécié le silence. En y repensant, je ne déteste pas Léa. La haine consomme de l'énergie et je n'ai plus d'énergie pour elle, ni pour ce chapitre de ma vie. Ce que je comprends maintenant, en revanche, c'est qu'elle a construit toute son identité autour du fait d'être la personne qui a tout sacrifié par amour, la noble, la désintéressée, l'être supérieur aux contingences mondaines comme les vœux de mariage ou l'honnêteté élémentaire. Elle avait besoin de cette histoire pour justifier de m'avoir quitté, pour donner un sens au fait d'avoir jeté aux orties une vie stable pour un homme malade. Et quand cette histoire a cessé de fonctionner, elle a continué à la raconter quand même, elle a continué à ajouter des chapitres où elle était toujours l'héroïne. Le monde ne vous récompense pas pour les récits que vous inventez sur vos choix, et elle l'a appris à ses dépens, devant une juge et une salle pleine de gens. J'ai aussi appris quelque chose. Quelque chose d'encore plus précieux, que poser des limites n'est pas de la cruauté, que se protéger n'est pas synonyme d'insensibilité, et que parfois la chose la plus saine que l'on puisse faire est de refuser de participer au fantasme d'une autre personne. Léa a toujours cru que les gens lui devaient quelque chose pour ses sacrifices, mais personne ne lui a jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit. Elle l'a fait, et ensuite elle a essayé de présenter la facture à tout le monde. Et moi, pour la première fois, je ne l'ai pas payé. Commentaires, je lis souvent vos réactions et je sais que les situations de trahison ou d'abandon laissent des traces profondes dans nos vies. Choisir de se protéger et de fixer des limites fermes n'est jamais un acte de cruauté, mais une preuve vitale de respect envers soi-même. Nous avons tous le droit de refuser de porter le poids des choix des autres, surtout lorsqu'ils tentent de nous imposer leurs propres responsabilités. La véritable gentillesse ne signifie pas s'effacer ou accepter l'inacceptable pour préserver l'image d'une personne bienveillante aux yeux du monde. Guérir demande du temps, du courage et surtout la capacité d'accepter que certaines portes doivent rester définitivement fermées pour notre propre équilibre. Tourner la page permet de retrouver la paix intérieure au lieu de s'épuiser dans une colère ou une amertume qui ne fait que nous détruire. Il est essentiel de se concentrer sur sa propre reconstruction en s'entourant de personnes qui valorisent la loyauté et la transparence. Les belles paroles et les grands discours sur le sacrifice ne valent rien s'ils ne s'accompagnent pas d'une véritable honnêteté dans les actes. Je vous invite à toujours valoriser votre propre dignité et à ne jamais vous excuser de choisir votre tranquillité d'esprit. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre bonheur actuel est la plus belle des réponses face aux blessures du passé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.